Bonsoir, bienvenue, psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Leonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Bienvenue à ce nouvel épisode du mardi à 21h où nous sommes là pour diffuser les informations, l'instrument psychanalytique, c'est-à-dire l'instrument psychanalytique dans le sens où cette nouvelle conception de l'être humain que propose la psychanalyse va nous permettre de penser l'être humain. Bonsoir Pascal, Céline, bonsoir, d'une autre façon que ce que nous avons l'habitude de faire dans notre vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous sommes proposés de parler du mensonge et de la vérité. Le mensonge et la vérité. Alors bien évidemment nous sommes dans un espace de psychanalyse et Anne-Lizzie bonsoir, et le mensonge n'est pas un concept théorique de la psychanalyse. Alors, si nous nous rapprochons par exemple d'Internet pour voir comment Internet, que dit Internet de la psychanalyse, il dit que le mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait que son annonceur sait connaître à la vérité. C'est contraire à la vérité. Ou encore la dissimulation de la vérité. Dans ce dernier cas, on parle plutôt de mensonge par omission. Est-ce que c'est inconscient de mentir? C'est une question intéressante, Céline, c'est une question intéressante. Donc, Marlène, bonsoir du Liban, malgré tout, très bien, résistons. Et Marie-Laure, bonsoir. Donc ils disent que le mensonge est aussi une forme de manipulation qui vise à faire croire à autrui ce qu'il n'aurait pas cru s'il avait su la vérité. C'est-à-dire que le mensonge s'oppose à la véracité, le fait de dire le vrai, à la sincérité ou à la franchise. Alors nous allons voir un petit peu que tout ça, bien évidemment, ce sont des descriptions, des définitions du dictionnaire, on va dire des définitions du dictionnaire qui ne prennent pas en compte la complexité de cet être humain que nous sommes. Salut, bonsoir à tous. Donc, c'est-à-dire sans compter les apports des notions psychanalytiques. Salut, bonsoir, Nathalie, bonsoir. Sans prendre en compte que l'être humain est un être de langage. C'est-à-dire que nous naissons et dès la naissance, nous tombons dans un monde d'êtres parlants. Mensonge et mythomanie chez l'hystérique. Isabelle, bonsoir. Féti, non, ce n'est pas ça, Féti. Martine, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que la psychanalyse s'occupe précisément de ce sujet qui parle. Et qui parle en analyse, pas qui parle n'importe où. C'est-à-dire que la psychanalyse peut rendre compte des sujets qui parlent, mais qui parlent en analyse, qui parlent dans ce cadre approprié, qui est un cadre particulier, qui est le cadre analytique. Michel, bonsoir. Et c'est-à-dire que quand on écoute le patient, les choses qui existent, ce sont les choses que le patient va nommer. C'est ce qu'il va dire de sa vie qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie qu'il vit, mais ce qu'il dit de la vie qu'il vit. Et c'est-à-dire qu'il y a des omissions que peut faire le patient où il ne parle pas de certaines choses de sa vie. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'est pas impliqué, ou il y a quelque chose qui fait qu'il y a certains éléments de sa vie dont il ne va pas parler. Et il peut rester des années en analyse sans parler de certaines choses qui, tout d'un coup, il va présenter en analyse et on peut être surpris de voir que c'est seulement maintenant qu'il en parle quand c'est un élément important de sa vie ou qui fait partie de la complexité du sujet. Alors quand on fait référence à, Nathalie, bonsoir, quand on fait référence à la vérité, c'est une notion, on va dire, c'est une notion qui a été, Khalid, bonsoir, qui a été travaillée par Lacan
mais elle a été travaillée par Lacan en relation avec la science, avec la vérité de la science. Hein, donc, que veut dire la vérité, mais au niveau scientifique, par rapport à la science. Mais aujourd'hui, nous allons principalement nous centrer sur ce qu'on appelle le mensonge, pour pouvoir penser le mensonge. C'est la proposition de ce soir, c'est de voir comment, grâce aux instruments de la psychanalyse, grâce à la manière de penser l'humain dans toute sa complexité, Samuel, bonsoir, nous allons pouvoir penser le mensonge. Olivier, bonsoir. Alors, vous vous rappelez par exemple, et ce sont des notions qui sont importantes, vous vous rappelez que Freud nous rappelle lui aussi, parce que ce n'est pas lui qui les a présentés, sinon c'est un autre auteur, mais lui il rappelle dans un de ses écrits, de ses essais, où il rappelle les blessures narcissiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Les blessures narcissiques. Une blessure narcissique, c'est Guy bonsoir, non? C'est quand le sujet a été blessé par sa toute-puissance, se croire, non, comme quand les êtres humains se croyaient le centre de l'univers ou que la Terre était le centre de l'univers. Et grâce à la science, grâce aux découvertes des scientifiques, nous avons dû nous rendre compte donc, que nous ne sommes pas, que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et ensuite, donc ça c'était la première blessure. Alors c'est une blessure aujourd'hui que nous avons plus ou moins assumée, puisqu'on nous apprend très, très vite que la Terre est un petit astre parmi tant d'autres. Et qu'ensuite, il y a la deuxième blessure, qui est la blessure de Darwin, qui vient dire que l'homme n'est pas le centre de la création, qui était aussi une croyance à l'époque, que l'homme était le centre de la création, le centre de l'évolution. Mais qu'en fait, les êtres humains, Charbel, bonsoir, que les êtres humains sont le produit d'une sélection naturelle. Bonsoir Pascal. Et pratiquement, Pascal, pratiquement. Donc les êtres humains sont le produit d'une sélection naturelle et que celle-ci est la force qui a conduit à la diversité des êtres vivants de la nature. Donc que nous ne sommes pas les seuls dans la nature et que nous sommes le résultat, bonsoir Carlos, que nous sommes le résultat, on va dire, d'une évolution. Donc d'un côté, il y a la cosmologie, la biologie et bien sûr ce que Freud va présenter qui va être non Céline, Nelly bonsoir. Et d'un autre côté il y a donc cette blessure qu'on va appeler la blessure psychologique qui a été donc introduite par Freud, par les travaux qu'il a produits, qui vient nous dire lui que l'homme n'est pas maître de sa propre conscience. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, ce qui va blesser notre sensibilité puisque nous aimerions que ce soit notre conscience qui puisse aborder tous les phénomènes de ce qui nous arrive. Mais que ce que nous pensons en réalité n'est toujours qu'une apparence, que la vérité se produit dans le sujet sans qu'il le sache, que la vérité du sujet et de caractère inconsciente. Et il ne s'agit pas d'une vérité ni scientifique, ni philosophique, ni idéologique, sinon qu'on parle de la vérité du sujet. C'est ce qui va être travaillé d'ailleurs en analyse, c'est-à-dire la vérité du sujet, c'est-à-dire de sa vérité psychique, sa vérité de pourquoi il est comme il est, pourquoi il vit comme il vit. On va dire. Ça, ce serait la vérité du sujet. Donc, on va découvrir l'homme est une créature divine par excellence. Mais ça, ce n'est pas une notion psychanalytique, Nadia. Non, la psychanalyse ne dit pas que nous sommes une créature divine. D'ailleurs, la psychanalyse commence à s'occuper de l'être humain que quand il commence à parler, puisque c'est à partir du discours du patient que nous allons nous intéresser au sujet et à toute sa complexité. Alors, quand on étudie la psychanalyse, on fait toujours référence au discours du sujet, à ce qu'il dit, non? Dans une séance de psychanalyse. Quand nous allons célébrer votre nouveau livre, j'espère que cette semaine. Alors, peut-être qu'avec la personnalité du sujet. Bonsoir Dorothée.
Donc, quand on étudie la psychanalyse, on fait toujours référence au discours du sujet dans une séance de psychanalyse. Non? Donc, je répète, c'est toujours dans le cadre d'une séance de psychanalyse. Et dans le cadre d'une séance de psychanalyse, en fait, on se rend compte, l'enfant ment par peur et trouble, un plaisir ensuite par plaisir de simuler la réalité. Alors, le sujet, dans une séance de psychanalyse, en fait, il ne peut pas mentir. Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les hystériques mentent. Le sujet, dans une séance de psychanalyse, ne peut pas mentir, pas plus qu'il ne peut dire la vérité. Non? Ni l'un ni l'autre, mais pourtant il parle. Mais pourtant il parle et c'est ce qui va nous intéresser, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est toujours en relation avec lui et avec ce qui lui arrive, quel que soit l'énoncé de la phrase. Non? Et avec ce qu'il vit, avec ce qu'il pense, avec ses fantasmes. Hein, et nous le savons, puisque c'est comme ça que nous sommes formés, les psychanalystes, nous sommes formés pour ne pas croire directement ce que le patient nous dit. Pas parce qu'il nous ment, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un mensonge, Séverine, bonsoir, sinon parce que nous savons que le discours de l'être humain est toujours déplacé. Par exemple, si je dis en analyse que je suis fâché avec un tel, non, nous ne savons même pas s'il est vraiment fâché. Sinon, ça, c'est la formulation. Fatia, bonsoir. L'inconscient est structuré comme un langage, disait Lacan. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que le discours est toujours déplacé, c'est-à-dire que quand le sujet va dire « je suis fâché avec un tel », nous ne savons pas s'il est vraiment fâché, et encore moins avec qui. C'est-à-dire qu'il a une émotion qui le fait parler, on va dire, et qu'il va énoncer de cette manière. Mais ensuite, il va falloir continuer à écouter le patient, il va devoir associer librement, c'est-à-dire se laisser parler, se laisser interrompre, bonsoir Valérie, par de nouvelles idées pour qu'on puisse découvrir si réellement de quoi il s'agit, si vraiment il est fâché, parce que des fois il y a une manifestation, le sujet arrive et il se présente comme fâché, et en fait, petit à petit, il parle et on va découvrir que non, en fait, ce qu'il présente, c'est qu'il est fâché, mais en fait, il est très content. Mais il n'a pas été capable, non, de manifester son contentement, par exemple. Et son contentement, il a été déguisé. C'est-à-dire que quand on étudie la psychanalyse, on voit, et c'est une des premières notions donc que nous allons apprendre de cette relation de l'être humain avec le langage, c'est-à-dire que notre humain, chacun d'entre nous, nous sommes dans l'incapacité de raconter le rêve que nous avons fait. Nous sommes dans l'incapacité de raconter ce que nous avons fait hier. À chaque fois, c'est une déformation. Nous sommes dans l'incapacité de répéter la même histoire deux fois de la même manière. Est-ce que la psychanalyse s'intéresse aux mensonges familiaux transgénérationnels? Non, ça dépend du discours du patient. Ça dépend toujours, non, de... La psychanalyse s'intéresse à ce que le patient va dire. Si le patient fait référence à ces mensonges qui existent dans la famille de génération en génération, non, on va écouter de quoi il parle et on va voir réellement de quoi il parle, pour découvrir ce que cache en fait, non, le discours du patient. C'est-à-dire que, est-ce que le discours du patient ne devient réalité qu'après l'interprétation? D'une certaine façon, fait-il, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on parle, ce que nous disons, ce sont toujours des versions. Nous ne pouvons pas, non, Freud, il nous a montré, il nous dit, demandez à un patient de répéter le rêve qu'il vient de vous raconter, et obligatoirement, il va répéter quelque chose de différent. Avec des omissions, certains passages vont être omis, d'autres passages vont apparaître qui n'avaient pas été racontés sur le premier rêve, par exemple, c'est-à-dire qu'il va présenter un nouveau rêve, hein, qu'il nous raconte. C'est-à-dire qu'il est impossible pour l'être humain de répéter deux fois la même chose. Même s'il utilise les mêmes mots, on va dire, il va changer le rythme de l'énoncé, ou il va changer l'intensité de certaines phrases. C'est-à-dire qu'il va obligatoirement, Nadine, bonsoir, avoir des modifications, d'où l'imaginaire. Hein? Par exemple, nous allons voir un exemple quand on fait référence au cas clinique de Dora. Non? Le cas clinique, le classique,
clinique de Dora que Freud a travaillé, qui est très intéressant, où cette jeune fille, donc qui est en analyse, se présente au départ de son analyse et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se plaint de son père. Elle se plaint de son père. Et donc Freud l'écoute, mais ne prend pas les plaintes de l'hystérique pour des mensonges, bien évidemment que non, et il accepte tout ce qu'elle dit comme étant la vérité, comme étant la réalité, c'est le discours, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité, mais je dois croire que ce discours fait partie du discours du patient. Donc Dora se plaint et se sent victime du monde désordonné, on va dire, de ses parents. Et elle se plaint. Et elle veut savoir ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes causés par le désordre des autres. Et Freud, donc, comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit d'un mécontentement déguisé? Est-ce qu'il y a des signes autres que la parole? Non, on va s'intéresser. Il peut y avoir d'autres signes que la parole, non? Puisque, en fait, tout parle dans le sujet. Son silence parle, non? Sa manière d'arriver en séance parle, sa manière de payer ses séances parle, tout parle dans le sujet. Donc, ce n'est pas simplement les mots, bien évidemment. Samy, bonsoir. Donc, Freud écoute la plainte de Dora et d'une certaine manière, c'est comme s'il lui répondait. Il y a une vérité dans ce désordre dont vous parlez, mais quelle est votre part de participation dans ce désordre? C'est-à-dire qu'il va inclure le sujet dans son histoire, c'est-à-dire dans la fiction qu'elle raconte, dans ses dires. Il va établir un nouvel ordre, c'est-à-dire que le sujet est impliqué par cette histoire qu'il raconte comme s'il s'agissait d'autres personnes, mais il va dire et comment vous êtes impliqué dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas considérer qu'elle ment, sinon qu'il va considérer qu'elle est impliquée et il va continuer à l'écouter pour voir de quoi réellement elle se plaint. Parce qu'effectivement, il y a une plainte. Et peut-être que la plainte est vraie, mais très certainement, ce n'est pas exactement des autres dont elle se plaint. C'est peut-être de quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire que Freud croit aux histoires des hystériques. Et en plus, il va soutenir que la relation psychanalytique est fondée sur l'amour de la vérité et sur la reconnaissance de la réalité. C'est-à-dire que ça, c'est un travail pour établir la confiance dans la relation analytique. Il va falloir bien évidemment que le psychanalyste ait une position d'amour de la vérité, c'est-à-dire le respect de la reconnaissance de la réalité. Parce que la vérité en elle-même, théoriquement, on parle de la vérité de castration. Mais ça, c'est quelque chose de théorique. Mais dans le discours du patient, nous allons devoir avoir une position, nous, c'est-à-dire de reconnaissance de la réalité. Mais bien sûr, d'un autre côté, nous savons que la seule vérité, comme je disais, est celle de la castration. C'est-à-dire qu'elle ne peut être racontée qu'à moitié. Et que la réalité dont nous parlons est la réalité psychique, ou ce qui est en jeu, ce qu'on appelle le réel impossible. C'est quelque chose qui n'est pas appréhensible. Qui n'est pas appréhensible, c'est-à-dire quelque chose qu'on va toujours border, être autour. Essayer de l'atteindre sans jamais l'atteindre, non? Essayer de parler, on doit beaucoup parler pour essayer de voir quand est-ce que je vais réussir à traduire réellement ce que je veux dire, non? Quand il y a des poètes qui disent il manque des mots, et il manque des mots pour que je puisse dire exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une impossibilité de l'être humain de pouvoir traduire réellement ses idées. Donc en séance, le mensonge est impossible. Et pourquoi il est impossible? Comme je faisais référence au départ, c'est-à-dire parce que je ne m'intéresse pas à la réalité du patient. Je m'intéresse à ce qu'il dit de cette réalité. S'il transforme les faits, il parle de lui. C'est-à-dire que si même, parfois il peut y arriver qu'un patient, parce que le symptôme névrotique exprime la réalité inconsciente du sujet. Non, le symptôme montre, on va dire, une manière, une position du sujet face à une certaine manière de jouir de la réalité, on va dire plutôt. C'est une partie de sa réalité, parce que le sujet est bien plus important que son symptôme. Le symptôme, c'est une manifestation, mais le sujet est bien plus que ça.
Est-ce que la psychanalyse doit toujours vivre l'histoire du patient pour pouvoir y trouver la solution après l'analyse? Bien sûr. Vivre l'histoire du patient, non. Non, c'est-à-dire que l'histoire du patient, elle va se construire en analyse, quel que soit, on va dire, le discours du patient. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer son analyse en disant, bon, je vais commencer par le début de mon histoire. Non, ce n'est pas obligatoire. On commence par ce qui nous passe par la tête. La première chose qui se présente. Alors ça, c'est ce qu'on va dire dans une séance de psychanalyse, où le mensonge est impossible. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité... En fait, c'est pas que le mensonge est impossible, sinon qu'en fait, nous transformons toujours... Nous ne pouvons pas dire exactement ce qui nous arrive. Donc, d'une certaine façon, nous mentons tout le temps. C'est une autre manière de voir, c'est-à-dire que comme il n'est pas possible, à chaque fois, en fait, il y a... Mais c'est pas un mensonge, sinon que c'est une déformation. Freud, il nous l'a expliqué dans l'interprétation des rêves, quand il a montré, il a pris l'exemple des rêves pour dire, comme tout le monde rêve, on ne va pas me dire que moi je m'occupe de malades, sinon que je vais prendre l'exemple des rêves pour montrer que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et que c'est le même mécanisme qui va produire un rêve, que ce sont les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu pour la production d'un rêve que pour produire un symptôme. Les histoires que l'on se raconte sont des mensonges. Non, Samuel, ça dépend toujours qui l'écoute. C'est-à-dire que, effectivement, on peut se raconter des histoires qui apparemment n'ont rien à voir avec la réalité, mais ce n'est pas exactement un mensonge. Ce sont des histoires que c'est moi qui ai construites. Donc c'est en relation avec moi, c'est en relation avec mes idées, c'est en relation avec ma manière de penser, c'est en relation avec ma manière de désirer. Donc, c'est pas une réalité, mais c'est quelque chose qui parle de moi. Et c'est ça qui va nous intéresser dans une séance d'analyse. Donc, quand nous savons ça, et c'est ce que donc, quand on dit qu'on peut utiliser les instruments de la psychanalyse pour ensuite faire une lecture de ce qui nous arrive dans la vie quotidienne, nous serions des êtres de narration. D'une certaine façon, dans le sens où, quand vous voyez, vous lisez un livre biographique, c'est toujours une transformation. Évidemment que le sujet n'a jamais pu écrire une autobiographie, et encore moins une biographie, que en fait c'est toujours une fiction, c'est toujours une fiction. Même si le sujet, bien évidemment, a pu utiliser des choses de sa réalité pour écrire, et il a pu utiliser même des choses qui lui arrivent, c'est-à-dire qu'il a transmis quelque chose de lui, dans les autobiographies par exemple. Mais c'est toujours une fiction de sa vie. Nous n'avons pas la capacité de raconter. Les mensonges, comme les vérités, sont un pan de la réalité du patient. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a ni mensonge ni vérité. Ni mensonge ni vérité. C'est-à-dire que ce sont toujours des discours qui ont été déformés. On peut toujours se poser la question à savoir de quoi il me parle. Il me parle de ses réussites, il me parle de ses douleurs, mais de quoi il me parle? On peut toujours se poser la question, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à... Parce que parfois le patient ne va pas nous donner les éléments nécessaires pour que nous puissions découvrir réellement de quoi il nous parle. Mais apparemment, il nous parle de ça. Mais c'est qu'une apparence. Rappelez-vous qu'on avait vu qu'en psychanalyse, on considère que la conscience n'est capable... La conscience, c'est un autre organe de perception. C'est-à-dire de la même façon que je vais dire je sens quelque chose, ce n'est pas une vérité, c'est un sentiment, une sensation. Bonsoir Sabrina. Donc ce n'est pas une vérité, c'est une sensation. Et de la même façon, donc à chaque fois qu'il va parler, c'est toujours, il va parler à partir de sa conscience. Mensonge et réalité objective diffèrent complètement de la réalité psychique du malade. Mais c'est quoi la réalité objective, fait-il? C'est ce que vous pensez, vous, de la réalité? C'est quoi la réalité psychique? Donc, dans la vie quotidienne, puisque nous savons cette impossibilité de l'être humain, parce que nous le savons pour écouter le patient, mais après, ce savoir doit nous être utile dans notre vie de tous les jours et doit nous permettre d'écouter les autres d'une manière différente. Je ne peux pas croire tout ce que les gens me disent. Mais pas parce qu'ils ne font me mentir, sinon parce que je ne sais pas exactement de quoi ils me parlent. Et vous avez eu très certainement, vous, des rencontres dans la vie quotidienne où vous voyez des gens,
pourquoi il me parle de ça? Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec son histoire qui me parle? De quoi il me parle? Non, c'est-à-dire que des choses où on ne comprend pas pourquoi l'autre, il nous parle de telle chose ou de telle autre, par exemple. Donc, dans la vie quotidienne, penser le mensonge, donc c'est un peu différent que dans une analyse, bien évidemment, mais d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je parle, on va dire, par exemple, non, quand je parle, si je suis une personne qui est dans le monde, c'est-à-dire une personne qui habite dans la réalité, ou au moment où je parle, j'habite dans la réalité, c'est-à-dire que je fais référence un petit peu, bonsoir Christine, que parfois on parle et en fait on fait référence à une réalité qui est tout imbibée de nos fantasmes, qui est tout imbibée de nos frustrations, qui est tout imbibée de nos ambitions, par exemple. Donc obligatoirement cette réalité, on parle de cette réalité, mais elle est complètement déformée par notre manière d'interpréter notre propre vie. Parfois, les patients n'arrivent pas à interpréter convenablement ce qu'ils subissent, donc on ne peut pas qualifier dans tous les cas de mensonge. Mais c'est pas qu'ils n'arrivent pas à interpréter, c'est vous qui devez interpréter. Eux, ils doivent parler, même s'ils ont des difficultés, parce que parfois, il y a des patients qui ont des difficultés à essayer de transmettre. Ils disent, mais non, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés pour s'exprimer, parce qu'ils veulent quoi? Dire la vérité. Dire réellement, non, c'est ceux qui pensent qu'il manque des mots, qui ne trouvent pas les mots, qui ont des problèmes pour s'exprimer, etc. Mais non, c'est le propre du langage. C'est la particularité du langage. C'est pour ça qu'apprendre à se laisser parler, c'est cesser de vouloir dire quelque chose qui n'existe pas. La vérité n'existe pas. La vérité, c'est simplement, je vais parler. Donc, par exemple, je reprends mon exemple pour voir si j'arrive à transmettre un petit peu cette idée. On va dire si je suis une personne dans le monde. Alors, les personnes dans le monde, en fait, c'est très difficile dans le sens où nous ne pouvons pas vraiment le savoir, parce que nos sentiments vont toujours intervenir, pas toujours, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais très souvent, nos sentiments vont intervenir et vont teindre notre discours, vont laisser une empreinte dans notre discours. Et réalité psychique avec mécanisme psychique et fantasme inconscient qui n'est pas la réalité consciente du patient. Ben non, ce n'est pas la réalité consciente. Vous allez me dire, c'est une réalité psychique. Ce n'est pas la réalité consciente. Donc cette personne qui est dans le monde, je dis que c'est très difficile de le savoir aujourd'hui qui vraiment est dans le monde. Parce qu'on pourrait dire, moi j'ai écrit une personne qui habite dans la réalité, c'est-à-dire une personne qui intervient dans le monde, qui participe, qui travaille, qui intervient dans le monde. Mais même ça, nous ne pouvons pas vraiment savoir. On va dire que nous le saurons qu'après. Nous le saurons qu'après. Au moment où nous le vivons, nous ne pouvons pas savoir. Donc, quand je parle, la particularité quand je suis dans ma vie quotidienne, c'est que j'ai toujours un interlocuteur et que l'interlocuteur n'est pas toujours le même. Et que je dois parler selon l'interlocuteur. Ça, on va dire une personne cultivée, une personne formée, c'est une personne qui va parler selon la personne qu'il a en face de lui. Parce que ces genres de personnes qui répètent, non, qui vont rencontrer Paul, Jean et Pierre, et qui vont tout le temps répéter la même histoire, en fait ce sont des personnes qui délirent, qui ne sont pas dans la réalité. C'est une sorte de délire de répéter toujours la même chose à tout le monde, peu importe qui m'écoute, moi ce que je veux c'est parler. Donc c'est une personne qui n'a pas de divan, ou alors qu'il y en a un trop peu ou trop pauvre. Non, parce que là où on a de la liberté, où on peut dire n'importe quoi, c'est dans son divan, dans sa séance de psychanalyse. Mais à l'extérieur, je dois prendre en considération qui m'écoute, et je ne peux pas avoir le même discours avec tout le monde, c'est-à-dire que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire à celui qui est en face de moi. Je dois prendre en considération qui est. Ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon chef. Tout ça, c'est à prendre en considération pour savoir comment je dois parler avec l'autre. Je ne peux pas parler avec tout le monde de la même façon. Et en plus, il y a des choses que je ne peux pas dire, même si ça me passe par la tête, même si j'ai envie de le dire. Bon, mais ça, c'est un apprentissage. Parce que si j'ai envie de dire quelque chose que je suis obligée de censurer parce que je suis devant telle ou telle personne, c'est que parce qu'une personne préparée à être en relation avec différentes personnes, ça lui passe même pas par la tête.
C'est qu'il n'a même pas à censurer, sinon qu'il fait face à la personne, il répond par rapport à la réalité qui se présente face à lui. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il va devoir répondre ce qui convient de répondre par rapport à la personne qui est en face de moi. Si je parle à mon fils qui a 12 ans, je ne veux pas parler de la même façon si mon fils il en a 25. Ce n'est plus la même personne, je ne veux plus le parler de la même façon. Il y a des choses que je vais pouvoir dire et d'autres, non, au garçon de 12 ans que je n'ai pas à transmettre. Alors ce n'est pas de l'omission, c'est des choses qui ne correspondent pas. Il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses à ne pas dire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il convient d'avoir un espace de psychanalyse où on peut apprendre à se libérer justement de tous ces carcans, de toutes ces choses qui font que on ne se permet pas de parler parce qu'il faut que l'autre pense quelque chose de bien de moi. Et là, il s'agit plutôt de la diarrhée verbale et délirante du patient. Non, Nadia, non, non, c'est la diarrhée verbale. Non, c'est vrai qu'il y en a, on va dire, qui viennent raconter toute leur... mais on va pas... C'est le discours du patient. On n'a pas insulté le discours du patient, Lila, bonsoir, non. Le discours du patient est toujours à prendre en considération par rapport à ce qu'il vient nous dire, et que même si nous, on ne sait pas de quoi il s'agit, qu'on n'a pas encore découvert de quoi il parlait, parce qu'il ne nous a pas donné tous les éléments, hein, on doit respecter le discours du patient, bien évidemment, et que parce que peut-être qu'il peut y avoir ce désir de parler, 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 parler. Non, Freud il dit que les personnes qui parlent beaucoup comme ça, le cadre de la psychanalyse est un cadeau pour se réaliser, effectivement. C'est-à-dire que les gens qui parlent, c'est comme s'ils voulaient dire quelque chose, mais en fait, qu'ils n'arrivent jamais à dire. Donc il faut qu'ils parlent beaucoup, mais en fait, ils n'arrivent pas à dire ce que réellement ils veulent dire. En psychanalyse, c'est de se dénuder, non? Je comprends, sans avoir peur de soi, sans avoir peur de ses propres mots, fait-il. C'est pas peur de soi, c'est peur de ses propres mots. Les patients censurent, non? Il y a des patients qui censurent dans la séance de psychanalyse, qui ne se permettent pas de dire certaines choses parce qu'ils ne veulent pas s'écouter le dire. Mais tant qu'ils n'ont pas dit, bah, ça ne s'est pas transformé en mots, ça reste, ou ce sont des idées qu'ils ont dans leur tête, ou ce sont des idées inconscientes, non, ou des fantasmes préconscients, on va dire, qu'ils n'ont pas encore mis, parce que dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. L'inconscient est structuré comme un langage, mais il n'y a pas de mots dans l'inconscient. C'est la particularité de l'inconscient. C'est que une énergie dans l'inconscient. Il n'y a qu'une énergie dans l'inconscient. C'est pour ça qu'il faut parler et que, on va dire que l'inconscient, en fait, c'est quelque chose qui va se produire grâce à l'interprétation. L'interprétation, elle va mettre des mots sur une partie de cette énergie. C'est pour ça que ça va permettre qu'une partie de cette énergie, de cet inconscient, puisse s'élaborer, mettre des mots. Ou alors parce que c'est lourd à supporter. Mais c'est toujours de la censure. Après, c'est pour ça que le travail de la psychanalyse, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Donc, c'est un travail, c'est un apprentissage d'apprendre à parler d'une manière différente de comment je parle dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne, même si j'ai des amis très intimes à qui je raconte beaucoup de choses, mais dans une séance de psychanalyse, ça n'a rien à voir. Ou si ça a à voir, si j'ai l'impression que je raconte la même chose que je raconte avec mon ami, c'est que je n'ai pas encore appris à parler en psychanalyse. Il faut apprendre à parler en psychanalyse. Ou le pouvoir... Parce qu'en fait, le langage dans notre vie quotidienne, d'une certaine... un exemple de l'énergie de l'inconscient. Un exemple de l'énergie, c'est l'inconscient, c'est l'inconscient qu'étudie la psychanalyse, c'est cet inconscient sexuel, infantile et refoulé. Et en fait, ce sont une partie de la vie du sujet, infantile du sujet, qui est devenue inconsciente et qui s'est transformée en énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a que de l'énergie. L'énergie du désir, on va dire. Donc je disais que hors du divan, je dois savoir à qui je parle et adapter mon discours, non pas à la réalité, non pas de dire que voilà, je dois parler, je dois lui dire exactement ce qui est arrivé. Non, je dois parler selon la personne qui est en face de moi. Donc, je ne dois pas chercher à dire la réalité telle qu'elle m'est apparue,
ni même à transmettre exactement ce que je sens ou ce que je ressens, hein, ça c'est ce qu'on va faire en séance, mais à dire ce qui convient dans la conversation. Puisque en fait, vouloir dire le sujet est guidé par des paroles, des propos qui lui échappent. Non, c'est pas l'inconscient, Olivier. Dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, c'est pas les propos. Le patient, dans une séance de psychanalyse, ne peut jamais parler de l'inconscient, parler à partir de l'inconscient. C'est toujours ou du conscient ou du préconscient. L'inconscient, il n'y a pas de mots. Il n'y a que l'énergie qui est utilisée pour parler. On utilise cette énergie-là pour parler. Donc, et quand je vais vouloir raconter la réalité ou vouloir transmettre à l'autre la réalité que j'ai vécue et que je vais à tout prix essayer de lui raconter pour qu'il comprenne ce que je viens de vivre, c'est toujours une interprétation, c'est jamais la réalité. Alors ce n'est pas un mensonge, mais c'est jamais la réalité. Non, Freud y donnait un exemple, on donne des exemples, par exemple dans les universités où on va former les avocats, où on va montrer que les différents témoins, on met 6 étudiants de droit devant une fenêtre, il y a un accident qui a lieu devant la fenêtre, et chaque personne va raconter un accident différent. La couleur de la voiture n'était pas la même, le nombre de personnes qui étaient impliquées n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que chacun va voir un accident différent. Alors, quelle est la réalité? Quelle est la réalité? Et même si on prend une photo, il y a toujours une lecture que nous allons faire sur la photo. On va dire non, c'est la photo, c'est la réalité. Oui, mais moi j'interprète la photo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sans l'être humain, on ne peut pas. C'est pour ça que quand on a une définition du dictionnaire, bah oui, c'est une définition de dictionnaire, mais l'être humain, il va interpréter ça d'une façon différente. Hein? Les lapsus et les actes manqués peuvent être des exemples de l'énergie de l'inconscient. Très bien, Soumeya, exactement. C'est-à-dire que les lapsus et les actes manqués, c'est l'énergie inconsciente qui s'est manifestée et qui est venue troubler en fait le discours du patient, qui est venu le troubler pour qu'il dise quelque chose qui est plus en relation avec ce qu'il voulait dire qu'avec ce qu'il pensait dire. Bon, c'est-à-dire que c'est toujours une interprétation. Quand je vais essayer de transmettre ce que je sens et ce que je ressens, c'est aussi une interprétation sur mes sensations. Il n'y a pas d'échappatoire. L'être humain n'a pas d'échappatoire. Il ne peut pas dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ment. Ça ne veut pas dire qu'il ment. Alors mentir, c'est dire, je lui ai pas dit que j'avais été prendre un café avec Martine. Ben non, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit pourquoi? Parce qu'il est préférable qu'il ne le sache pas. Parce que s'il sait que je suis partie prendre un café avec Martine, il n'aime pas Martine, ou il n'aime pas le mari de Martine, ou je ne sais pas quoi, il n'est pas content. Donc à quoi ça sert que je vais lui dire? Mais ça s'appelle pas un mensonge, ça s'appelle répondre à la réalité de façon convenable pour l'autre, pour la bonne entente et la bonne relation avec l'autre. Mais il y a des gens, comme un petit peu comme les enfants avec leur maman, où la maman elle demandait, tu dois me dire toute la vérité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors tu dois me raconter toute la vérité. Ça, c'est le petit garçon ou la petite fille avec la maman qui devait raconter exactement tout ce qui s'était passé. Mais les adultes, non. Accepter le discours comme il est, ça va aider la psychanalyste à se défendre contre un transfert bizarre qui vient de la part du sujet. Il n'y a pas de transfert bizarre. Il y a transfert ou il n'y a pas transfert, mais transfert bizarre, c'est quoi un transfert bizarre? Donc, Freud, il va nous dire, Jean-Marc, merci à vous pour votre participation. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo. Quand je dis le premier mensonge, va nous dire Freud, quand le petit garçon et la petite fille va dire le premier mensonge, et le premier mensonge, c'est quand il va dire que le chien fait miaou. C'est ça le premier qu'on va considérer comme mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a incorporé le langage, qu'il a pris conscience de ce qu'est le langage. Donc, vous voyez, les enfants, quand ils sont tout jeunes, ils ne supportent pas l'humour. Ou les enfants, quand ils sont tout petits, il faut leur raconter un conte, et ils veulent qu'on répète le conte exactement comme on l'a répété, le jour antérieur. Ils n'ont pas encore pris la dimension du langage. Parce que la dimension du langage, c'est justement quand l'enfant il a compris qu'il peut dire le chien fait miaou.
Et qu'un moment, la vient lui dire, mais non, le chien fait wawa. Non, le petit garçon, il va corriger la maman. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que non, que justement, que à partir de ce moment-là, quand il va incorporer cette capacité du langage qui permet ça, c'est le langage qui permet ça, de créer une nouvelle réalité, de créer un chien qui fait miaou, mais dans ma phrase. Parce que le mot n'a plus rien à voir, à partir de là, le mot n'a plus rien à voir avec les objets. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aucun mot n'a rien à voir avec aucun objet, qu'il faut séparer l'objet du mot. Et qu'aucun mot ne veut dire ce qu'il dit. Exactement comme un nom, il y a des gens qui disent « Mais si, regarde, j'ai été regardé dans le dictionnaire. » Non, non. Chaque personne va utiliser le mot amour, par exemple. Chacun a sa manière de penser l'amour d'une façon différente et en plus, une manière de penser l'amour qui est inconsciente. C'est-à-dire que le sujet ne sait pas exactement comment il pense l'amour. Il le vit comme il peut, mais il ne sait pas exactement comment il le pense. Mais que pour chacun, c'est quelque chose de différent. Et je dis amour pour donner un exemple facile, mais même si je dis table et pour chacun, il y a une référence qui fait référence à chacun va voir quelque chose. Il y en a qui vont voir avec 4 pieds, il y en a d'autres qui vont voir avec quelque chose qui n'a rien à voir avec une table. Une expression, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, non, oui, mais ça, c'est que tu voyez, les êtres humains, ils ont besoin de croire que l'autre nous comprend. Alors que, comment nous allons comprendre un être humain? Nous ne pouvons pas comprendre les êtres humains. Les êtres humains sont incompréhensibles. Nous pouvons les accepter et les aimer tels qu'ils sont. Ça, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Les accepter et les aimer tels qu'ils sont. Mais les comprendre. Et on ne va pas aimer et accepter n'importe qui. Non, chacun va sélectionner, bien évidemment. La réalité et la vérité, attendez là, Marie-Laure dit qu'ils sont différentes. Non, que la réalité et la vérité n'ont rien à voir. Exactement, sont différentes pour tous. Mais que la vérité et la réalité entre elles aussi sont différentes. Idem avec les contes pour enfants. Idem avec les contes pour enfants. D'accord? C'est-à-dire que si je dis le mot fouet, et ça n'a rien à voir avec le fouet. Les mots sont arbitraires. Et la façon dont ils s'assemblent est infinie. C'est pour ça qu'il existe la poésie. C'est pourquoi il est intéressant qu'un psychanalyste ait l'oreille large. Parce que n'importe quel mot peut s'associer avec n'importe quel mot. Parce que sinon, j'écoute quoi? Une phrase que j'ai déjà entendue dire par quelqu'un d'autre? Non. La phrase du patient est particulière au patient, avec sa phrase à lui, avec ses associations à lui, avec sa manière de mettre en relation tel mot avec tel mot. Parce que le patient peut unir n'importe quel mot avec n'importe quel mot. Et ça ne veut pas dire qu'il est malade. Il a la possibilité. Et ça, c'est ce que propose la poésie. D'ailleurs, je vous recommande, j'ai au mois de novembre, un atelier de poésie qui va s'ouvrir nouveau le mercredi à 20h30 pour tous ceux qui sont intéressés. Non, ça dure 1 heure, ça coûte 60 € par mois. Et c'est une rencontre hebdomadaire où nous allons apprendre à lire la poésie, qu'on va écrire aussi. Mais surtout, apprendre à lire la poésie. Pourquoi? Pour voir un petit peu toute cette liberté que nous présente la poésie. Parce que la particularité de la poésie, c'est qu'elle va faire référence, elle va toujours parler de nous, de chacun d'entre nous. Hein, et qu'en plus, il faudra faire un direct sur la poésie. Mais, que je veux dire, c'est ce qu'elle va nous montrer, entre autres choses, qu'on peut mettre n'importe quel mot avec n'importe quel mot. Unir n'importe quel mot avec n'importe quel mot, et ça fait joli, et on voit une nouvelle image qui n'existait pas dans la réalité avant. Comment savoir que l'interprétation psychanalytique est acceptée comme vérité chez le malade? Quand il y a une transformation du patient, effectivement. Quand l'interprétation... Mais l'interprétation, c'est quelque chose aussi qui peut être inconscient. C'est-à-dire que des fois, c'est parce que le patient, il a fait au moment où il fallait, et ça fait clic chez le sujet, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? C'est-à-dire que très souvent, l'interprétation, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu lieu. Ce qu'on peut voir,
c'est que quand il y a une transformation dans le discours du patient, parce que ce n'est pas ce qu'il va nous raconter dans sa vie, c'est quand il y a une transformation dans le discours du patient. Quand il va parler d'une façon différente, on va dire, tiens, il a été interprété. Même si on ne sait pas exactement ce qui a été dit, ni comment, ni ce qu'il a écouté. Parce que entre ce que je vous dis et ce que vous écoutez, et ce que chacun d'entre vous écoutez, ce sont des milliers de versions différentes. Bon, il y a toujours quelque chose qui va se perdre et se gagner dans ce que vous écoutez, de ce que je dis. Que bien évidemment, personne ne reçoit ce que je dis. C'est toujours une interprétation. Ce que vous écoutez, c'est toujours une interprétation de ce que moi j'ai dit. Alors, vouloir à tout prix dire la vérité, hein, c'est quelque chose qui est assez infantile. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ça, c'est ce que croyaient les enfants quand ils étaient tout petits. Dans la chanson de Barbara, l'Aigle Noir, qui représente le père incestueux. Et ça encore, c'est une interprétation. Bien évidemment, Olivier, non? Il y a beaucoup de manières de le voir d'une façon différente. Donc, c'est impossible de comprendre le patient. C'est à lui-même de se... Non, c'est même pas pourquoi vous voulez qu'il se comprenne. Qu'il accepte qu'il est comme il est. Qu'il accepte qu'il a cette manière d'être... Et en plus, qu'il doit avoir cette facilité de pouvoir l'accepter parce que rien ne dit que ça va toujours être comme ça. C'est pour ça qu'on doit pouvoir s'accepter. Parce que rien ne dit que ce que j'accepte, cette chose en moi que je n'aime pas, que je voudrais transformer, que je n'arrive pas à transformer, non, à partir de mes actes ou à partir de ma conscience, ben si je commence à l'accepter, premièrement, je vais vivre plus tranquillement avec moi-même, et en plus, peut-être que demain, ça va se transformer. Je ne vais pas obligatoirement vivre toute ma vie avec les mêmes défauts, on va dire, pour l'appeler d'une certaine manière, non? Que je peux me transformer. Mais me comprendre, pourquoi je suis égoïste? Pourquoi je suis narcissique? Vous voulez comprendre ça? Bon, il faut étudier la psychanalyse, mais ça c'est la théorie. Pourquoi moi je suis narcissique? Alors vous voulez, c'est pas intéressant. En plus, c'est pas intéressant. C'est pas ça qui va transformer ma situation. C'est pour ça que je dis que c'est pas intéressant dans le sens où savoir pourquoi je suis narcissique, savoir pourquoi je suis égoïste, pourquoi j'ai des difficultés à être généreuse, pourquoi j'ai des difficultés à ceci, des difficultés avec mes relations sociales, des difficultés là, des difficultés là. Pourquoi? Non, ce qu'il faut, c'est que je les transforme. Que je les accepte et que je les transforme. Des fois, je n'ai même pas le temps de les accepter, que ils sont déjà transformés. Il faut transformer. Ce qui va nous intéresser en psychanalyse, ce n'est pas comprendre, c'est transformer. Donner la possibilité au sujet de penser ce qui lui arrive d'une autre manière, pas de comprendre. De penser ce qui lui arrive en disant « Ah, je n'avais pas pensé, ah, je peux le penser comme ça. » Mais ça, c'est difficile. Parce que vous voyez, nous avons une relation avec nos idées comme si elles nous appartenaient. Comme si nous étions à l'origine de nos idées. Alors que nos idées, elles viennent des livres, elles viennent de ce que nous avons vécu, elles viennent de ce que... Elles ne nous appartiennent pas, nos idées. Ce pas nos idées, c'est des idées qu'on a prises à droite à gauche. Donc ce pas nos idées. C'est pour ça qu'on peut les changer. Mais on a une relation avec nos idées comme si c'était quelque chose qui était à nous. Anna, il faudrait peut-être que vous parliez un peu plus lentement. Pardon, Anna. D'accord, mais vous aurez la possibilité, Anna, de réécouter. Transformer notre regard face à tout ce qui nous traverse. C'est exactement ça, Lee. Donc, transformer notre regard et transformer notre manière. Parce que si j'arrive à ne plus donner d'importance, imaginez, Séverine. Donc, ce qui importe, c'est le mouvement. Pas seulement, mais oui. Si j'arrive à penser, imaginez, si j'arrive à ne plus donner d'importance à ce que je sens et ce que je ressens, je ne donne plus d'importance à ça. Imaginez, c'est une possibilité. Non? Les psychanalystes ne croient pas à ce qu'ils sentent et ce qu'ils ressentent. Que peu importe. D'ailleurs, il y a beaucoup de sentir qui ont disparu. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas une vérité ce qui se présente. Et donc, bien évidemment, ça libère énormément. De ne plus être soumis aux sensations, ça libère énormément. Seulement, à mon avis, il ne peut transformer que s'il a compris. Mais ça, c'est une théorie. Voilà, moi je vous en propose une autre. C'est une théorie qui dit, non, c'est Monsieur Descartes qui est là, je pense, donc je suis. Donc il faut comprendre pour pouvoir transformer. Non, ce n'est pas nécessaire. Et en plus, la compréhension, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi la compréhension? En général, la compréhension, c'est très similaire à l'acceptation, hein. Quand le patient il dit j'ai compris, il dit d'accord, ok, j'accepte. J'accepte que ce qui m'arrive, c'est ce que vous dites. Mais c'est une compréhension, c'est la compréhension. Comment l'être humain il va se comprendre? Alors il va donner des explications, c'est parce que ma maman elle était comme ci, parce que ma papa il était comme ça, parce que mon grand frère, parce que ma petite sœur. Non mais ça ce ne sont pas des explications, ça ce sont de vieilles théories. Oui, mais comment ne plus être soumis lorsque les sensations sont douloureuses ou dans le corps? Là, il faut analyser pourquoi j'ai besoin de souffrir. Il faut aller s'analyser pourquoi j'ai besoin de souffrir. Qu'est-ce que je fais avec cette douleur? Pourquoi je suis un petit peu masochiste? D'ailleurs, nous avons un super cours qui va commencer dimanche sur la culpabilité. Et quand on parle de culpabilité, bien évidemment, on parle parler aussi un petit peu de masochisme. Et donc, c'est un cours qui est très intéressant, qui va faire référence à cette culpabilité qui n'a rien à voir, qu'on va pouvoir différencier avec ce sentir coupable du mea culpa, non, et de faire référence au sentiment de culpabilité inconscient, de comment il intervient dans la vie du sujet et comment il se manifeste. Donc je vous invite à vous inscrire. L'inscription est possible sur la page. Lâcher prise est la bonne direction pour lâcher son mental. Pardon, alors c'est pas lâcher son mental, c'est lâcher la surveillance que j'ai sur mon mental. Peut-être des idées, des répétitions en lien avec les relations affectives qu'on a eues avec les autres et ça suppose de pouvoir en parler. Si, quel que soit le discours, non, le sujet, il a le droit de parler de ce qu'il veut, de ses relations affectives, de ses relations avec les autres, il a le droit. Moi, ce que je dis, c'est que la psychanalyse, ce qu'elle va proposer, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mais bien sûr, le sujet ne va pas prendre le nouveau en disant « Ouais, non, Freud, il va nous dire, face à la nouveauté, l'être humain, il dit « Oh, quid, attention !» La position du patient, s'il s'allonge devant le thérapeute, ça aide le discours d'être libéré plus facilement. Ça peut aider le discours à ce que le discours, non, de ne pas sentir qu'on est regardé, de ne pas avoir à regarder pour pas voir comment il me regarde, s'il me regarde pas, quelle est la tête qu'il fait, s'il sourit pas, et de m'occuper simplement de ce qui me passe par la tête, bien évidemment. Parce que le patient qui veut pas s'allonger, non, c'est celui qui surveille le psychanalyste, on va voir si... La compréhension, d'après ce que j'ai appris, est appelée insight. Non, mais ça, ce sont des moments dans la compréhension, mais c'est une compréhension inconsciente, c'est une compréhension de l'appareil psychique, avec les différents moments dont parle Lacan. Le plus souvent, c'est le psy qui dort. Bon, en plus, vous voyez, s'il dort, mais c'est pour ça que peu importe. Je dirais que peu importe, parce qu'un psy qui dort, il ne dort pas. Il écoute, les yeux fermés si vous voulez. Mais il ne dort pas, ou sinon ce n'est pas un psy. Non, mais sinon, il ne dort pas. Parce que le psy, il n'y a pas à écouter tout le discours du sujet. Il doit écouter pour savoir. Après, ça se fait d'une façon, non, quand on parle de l'association libre, on parle aussi de l'attention flottante du psychanalyste. Pourquoi? Pour pouvoir intervenir quand c'est nécessaire. Pas surtout, sinon quand tout d'un coup, non, l'autre il a apporté les éléments, on dit ça y est, il m'a présenté un plateau avec les éléments où poum, je peux intervenir. Mais ça n'arrive pas toujours. Donc, donc la psychanalyse, le psy doit pouvoir entendre le contenu latent. Non, les associations, plus que le contenu latent, sont les associations que le sujet va faire, non? Bonsoir, je suis un peu en retard. Oui, Fatia. Mais c'est pas simplement le contenu latent, sinon que Freud dit que ce qu'on doit écouter dans une séance de psychanalyse, ce sont les actes manqués, les lapsus, les oublis, non, la description que le sujet fait de ses symptômes, c'est-à-dire les manifestations de l'inconscient, les répétitions, quand tout d'un coup il a besoin de répéter 5-6 fois le même mot, et donc ça fait pom 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 pom, non? Et ses rêves aussi, s'il en veut, mais pas simplement les rêves, sinon qu'il faut associer avec les rêves. Non, parce que le patient, il vient et il dit, il jette, voilà son rêve. Mais après, il n'y a pas d'association. Alors qu'est-ce que je fais avec le rêve? Non, Freud dit, on peut interpréter un rêve qu'avec l'association qui va derrière. Des fois, l'association est avant, d'ailleurs.
Non, avant, il a fait l'association et tout d'un coup, il présente le rêve. Donc, il faut savoir ces répétitions de schéma de vie. Non, c'est pas les répétitions de schéma de vie, parce que là, vous êtes en train de me dire que je vais voir la vie du patient. Non, je ne rentre pas dans sa vie. Ça ne m'intéresse pas, sa vie. Il a le droit de vivre comme il veut ou comme il peut. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va parler de sa vie. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sont très brillants, ou qu'on peut penser qu'ils sont très brillants, parce qu'on sait qu'ils ont telle situation, et ils vont parler d'eux comme si c'était une catastrophe. Et quand soi-même, on repère nos actes manqués. Ben, vous n'avez pas votre psychanalyste. Quand en séance, un psychanalyste a un acte manqué, quand il oublie la séance d'un patient, par exemple, c'est en relation avec... Non, c'est quelque chose du transfert. C'est quelque chose qui est en relation avec le patient. C'est en relation, si c'est un psychanalyste qui est en position de psychanalyste. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose qui est en relation. Et en plus, après, on va voir ce que le patient va faire de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mon psychanalyste a oublié ma séance. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand sa maman n'était pas là, alors qu'il attendait que sa maman soit là, ou comment il va réagir? Si aussi, bien sûr, mais parfois, en dehors, au cours de la semaine, on peut en repérer. De vos propres actes manqués. Ben, heureusement que vous avez des actes manqués, bien sûr, tout le monde a des actes manqués. D'accord? Mais bon, après, ils sont intéressants, il y en a certains qui sont intéressants d'aller analyser en séance, et puis sinon, simplement, c'est savoir que l'inconscient existe, qu'il y a une manifestation de l'inconscient. Ah bah oui, j'ai un inconscient. Ce n'est ni une erreur, ni une malformation, ni une fatigue, non, ni l'Alzheimer, c'est la manifestation de l'inconscient. Ah bah oui, j'ai un inconscient. Mais ça, les gens, ils luttent. Ils préféreraient ne pas avoir d'inconscient. Ils préféreraient être maîtres chez eux dans leur conscience. Et que leur raison est raison. Et c'est de ça dont ils doivent se libérer, en fait. C'est de ça dont nous devons faire un travail pour pouvoir nous libérer de vouloir à tout prix avoir raison, de vouloir à tout prix que notre raison est raison. Il y en a certains qui viennent démontrer, viennent à leur séance pour démontrer aux psychanalystes que c'est eux qui ont raison. C'est leur manière de penser qui a raison. Et le psychanalyste, il n'a rien compris. Que leur cas est tout à fait spécial. Que lui, il sait très bien que sa façon de penser, il a raison. Mais bon, il faut passer par là. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Pour que petit à petit, que si le patient résiste, parce qu'après, il faut qu'il puisse continuer, ce n'est pas facile de s'analyser. Ce n'est pas un travail qui est facile. Le moi n'est pas maître dans sa maison. Exactement. Nous ne sommes pas maîtres, c'est-à-dire que vouloir décider. Non, il y a les Français ils disent non, je vais travailler sur ça. Non, mais non, il ne s'agit pas de travailler sur quelque chose, il faut parler. Les relations humaines seraient plus simples si la raison avait raison. S'il n'y avait pas de raison, c'est vrai, si on ne cherchait pas à avoir raison, si on écoutait les autres, pourquoi vouloir avoir raison? C'est encore une autre chose. On va avoir raison, pourquoi? On a gagné quoi? La loterie, si on a raison? Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Rien du tout. Mais on va avoir raison. Vous voyez, ça, c'est notre narcissisme. Il veut avoir raison. Sa version doit être la bonne. Et donc, bien évidemment, tout ça, ce sont des carcans. Tout ça, ce sont les barreaux de notre prison. La raison, la logique, nos préjugés, nos idées tant aimées qui nous accompagnent depuis si longtemps. Comment je vais me détacher d'une idée qui m'accompagne depuis si longtemps? Je ne supporte pas, non, non, celle-là, je ne peux pas la lâcher, je la garde. Non, 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 celle-là. Mais nous sommes tous comme ça, hein? Nous sommes tous comme ça, c'est ça la particularité. Chacun a des doses différentes, bien évidemment. A des situations et une relation avec ce qui nous arrive. Chacun, nous avons des relations différentes avec ce qui nous arrive. Mais que dans tous les cas, on va dire, dans tous les cas, ce sont les barreaux de notre prison. Il y a un grand poète colombien qui dit qu'il faut que justement, on va dire, un mental très chargé. Des idées, non? On a beaucoup d'idées, Marie-Laure. On a beaucoup d'idées. On a trop d'idées. On a tellement d'idées que chaque idée, en fait, c'est comme si c'était un barreau de notre prison.
toutes nos idées, ce sont des barreaux de notre prison. Si on avait moins d'idées, on n'a pas besoin de tant d'idées pour vivre. On a besoin d'apprendre à vivre avec les autres et avec soi-même. Ça, oui. Et en fait, après, les idées, elles deviennent, elles s'incorporent, non? Il y a ces idées qui s'incorporent et qui m'aident à être en relation avec les autres sans que j'ai à penser, sans que j'ai à me dire ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, ce qui convient, ce qui ne convient pas, sinon que ça se fait de façon automatique. Et des fois, je me trompe. Et des fois, je me gourre et je dis ce qu'il ne faut pas dire à celui qu'il ne faut pas. Et ben oui, des fois, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Je veux dire que l'être humain, il a toutes ces facettes et que toutes ces facettes sont magnifiques parce qu'elles sont particulières, qu'elles lui sont particulières, que personne n'est comme personne et que personne ne ressemble à personne. Non, que nous avons tous un imaginaire différent et que nous ne pouvons pas ressembler aux autres, non? Et que tous les professionnels de la santé, quand on travaille avec les patients, on voit bien que chaque personne est en relation avec le langage d'une façon différente. Personne ne parle comme personne. Personne ne se présente à la séance comme personne. Tout le monde est vraiment particulier, individuel. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Non, donc je disais je parlais de le vers de ce poète colombien qui disait estrujar las rendijas de mi jaula, c'est-à-dire vive la singularité. Exactement, Olivier, c'est-à-dire il faut apprendre à voir quels sont, parce que je ne vais pas éliminer les barreaux de ma prison, mais je peux les mettre plus loin, je peux les éloigner, je peux les faire tout fins, je peux les faire que pratiquement je ne les vois plus. Ils existent. Bien évidemment, l'être humain n'est pas libre. Mais la seule liberté qui existe pour l'être humain, et la seule liberté qui existe, c'est la liberté du langage. Après, vous voyez bien, nous vivons dans des sociétés où nous n'avons aucune liberté. Mais par contre, la possibilité d'apprendre à parler, ça oui, nous avons. C'est une capacité en plus que nous pouvons avoir. Et dans une séance de psychanalyse, c'est là où nous devons apprendre à avoir le plus de liberté possible. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup pour cette participation. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et si vous avez encore des idées pour me donner des idées, j'ai reçu déjà des idées. On peut mentir quand on a honte d'un sujet en déformant le discours. Mais de toute façon, vous allez le déformer. Même si vous ne voulez pas le déformer, vous allez le déformer. Bonne continuation, merci à tous. Donc, et si vous avez des sujets à me lancer, lancez-les, je vais voir si j'en récupère certains. Merci à tous et à mardi prochain, on continue mardi prochain à 21h. Bonne fin de soirée, au revoir, ciao ciao.